Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Cour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un drame familial qui dépasse l'entendement. Le 7 octobre 2014, un homme exécute froidement le patron d'un garage automobile, Frédéric Piard, et l'une de ses employées, Virginie Manéché. L'homme s'appelle Denis Manéché, et non seulement il est le compagnon de Virginie, mais chose inimaginable, il est aussi son père biologique. Avec moi, vous entendrez les voix de Betty Manéché, la sœur de Virginie, elle aussi victime de son père Denis, celle des journalistes et des avocats qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. 8 septembre 2014, le jour se lève sur le petit village de Plainville, dans l'Oise. Pour Denis Manéché, 51 ans, c'est le début d'une journée en apparence comme les autres, en apparence seulement. Car Virginie, sa compagne de 33 ans, a choisi ce jour-là de le quitter, sans qu'il ne se doute de rien. C'est un matin comme tous les autres. Denis Manéché, Virginie, leur fils, se lèvent, se préparent. Elle lui fait le café, elle prépare ses affaires, comme tous les matins, une espèce de scène de routine. Sauf que ce jour-là, c'est la dernière fois qu'elle va faire ça. Virginie Manéché va quitter le domicile familial pour ne plus jamais y revenir. Elle avait préparé toutes ses affaires, elle avait tout caché, chargé la voiture et fait en sorte de ne laisser aucune trace pour qu'il ne puisse pas la retrouver. Avant de disparaître, Virginie attend que son mari parte travailler. Et ce n'est pas par hasard. Elle avait vraiment envie de faire les choses bien, le quitter, mais en faisant les choses bien. En effet, Virginie va nettoyer et ranger la maison de fond en comble. Et même plus surprenant, elle va lui préparer le repas du soir. Au moment où elle part, où elle s'enfuit de son domicile, elle a fait à manger pour lui le soir, la table est mise et elle lui a laissé un courrier. C'était une lettre d'adieu, une lettre de je passe à autre chose, essaye de me comprendre, j'ai le droit. Voilà, c'est une lettre explicative de ce qu'elle désire et sans faire de mal. Dans cette lettre, elle lui dit que c'est fini, qu'il ne la reverra plus et qu'il pourra garder des liens avec leur fils, mais qu'elle n'entend plus poursuivre la vie avec lui. Virginie ne le sait pas encore, mais sa décision aura de lourdes répercussions. Derrière ce départ se cache en fait une histoire d'amour hors norme qui va prendre fin dans un bain de sang. De l'extérieur, rien ne peut permettre d'appréhender ce qui se joue une fois que les portes sont refermées. C'était les coups, et puis à genoux. Il leur cognait dessus avec une violence absolument incroyable. Et il va les initier à un âge où on n'initie absolument pas les enfants à la sexualité et surtout pas ses propres enfants pour servir ses propres besoins sexuels. L'inceste, c'est terrible. C'est le pire crime du monde. Les gendarmes ne bougent pas parce qu'ils sont à 1000 lieues d'imaginer que cette histoire va se terminer dans un bain de sang. Si Denis Manéché est remis en détention, il ne peut pas se passer ce qui s'est passé à Gisors. Ce dossier, à mes yeux, est un fiasco judiciaire du début à la fin. Lorsque Denis Manéché rentre du travail, Virginie n'est donc pas là pour l'accueillir. Et comme cela ne lui ressemble pas, il pressent que quelque chose de grave s'est passé. Il est complètement affolé, il la cherche partout, il fouille dans toutes les pièces.
Finalement, il va trouver sur la table du salon une lettre dans laquelle Virginie lui annonce qu'elle le quitte définitivement. C'est un véritable choc pour Denis Manchez, qui ne s'attendait absolument pas à ce départ précipité, à cette rupture. Il est face à quelque chose dont il n'imaginait pas que ça puisse lui arriver. Que Virginie s'en aille, ça c'était quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Et donc il est sans réponse immédiate, il s'écroule. Mais loin de se laisser abattre, Denis va très vite entreprendre des recherches, bien décidé à retrouver celle qui partage sa vie depuis plus d'une dizaine d'années. En réalité, Denis est un homme jaloux, possessif et violent. Virginie Manochet, à cette époque-là, va surtout se confier à ses collègues de travail. Et elle va découvrir que la relation qu'elle vit au quotidien n'est pas forcément une relation habituelle dans un couple. Elle se plaignait régulièrement de son conjoint. Elle n'avait pas le droit de se maquiller, elle n'avait pas le droit de sortir. Il lui interdisait même des repas entre collègues. Elle parle de faits de violence, elle parle de difficultés relationnelles, etc., etc. L'un des employés a été raconté que lorsqu'il souhaitait bon week-end à Virginie, elle lui répondait « Parle pour toi, pour moi les week-ends c'est un enfer ». Nous avons retrouvé Betty, la sœur de Virginie. Elle se souvient parfaitement du comportement tyrannique de Denis Manochet. Denis, c'est voilà, faut le servir comme une bonne. Il est tout puissant, c'est le seigneur dans sa maison et effectivement Virginie était tenue de répondre à toutes ses exigences à la seconde et peut-être même d'essayer d'anticiper ses désirs pour éviter d'avoir des soucis avec lui. Virginie, à cette époque-là, ça devait être la femme soumise. Jusqu'au jour où Virginie prend une décision radicale, quitter son compagnon. Cette solitude et cet enfermement a boosté Virginie à prendre la décision de pouvoir découvrir autre chose et mener sa vie avec son propre enfant. Elle sait que Denis Manochet ne peut absolument pas accepter qu'elle ait une vie hors de lui. Elle va prendre conscience qu'elle a véritablement besoin non seulement de préparer ce départ, mais également de se faire aider. C'est Clémence Roussel qui va s'occuper de son cas. À l'époque, elle travaille dans une association pour femmes battues à Beauvais. Son enfant grandissant, il y avait cette volonté de partir pour le protéger, pour se protéger elle-même, peut-être par peur qu'il y ait de nouveaux épisodes de violence, notamment des violences physiques. Virginie craint des représailles de la part de Denis. Alors elle va tout préparer. Virginie Manochet, pour arriver à échapper à Denis Manochet, est obligée en fait de développer tout un système digne des évadés. Il y avait un code, une sorte de code qu'on avait mis en place. Dans la mesure où elle était extrêmement surveillée, extrêmement suivie, on avait décidé que c'était elle qui devait m'appeler quand elle en avait besoin. C'était toute une opération secrète digne des films d'espionnage pour réussir à communiquer avec elle, pour lui expliquer le moment de partir, pour faire les démarches, pour avoir un logement à ce moment-là. Jusqu'au bout, elle a multiplié les stratagèmes pour réussir à quitter le domicile de Plainville, quoi. Pour autant, malgré cette extrême prudence, Denis semble soupçonner que quelque chose se trame derrière son dos. Lors de cet été 2014, parce que peut-être inconsciemment il sent que quelque chose est en train de changer dans la personnalité de Virginie, il va multiplier les agressions verbales et les agressions physiques. Quelques semaines plus tard, le matin du 8 septembre 2014, la jeune femme se décide enfin. Et avant de partir, elle prend une ultime précaution. Elle a coupé sa carte SIM. Elle a coupé la carte SIM pour ne plus être joignable.
Et elle avait donné un nouveau numéro de téléphone sur lequel on pouvait la contacter sans aucun souci. Elle doit s'effacer complètement, disparaître. Elle sait que Denis Manochet est capable de tout. Elle sait qu'il est très intelligent, elle sait qu'il a de bonnes connaissances en informatique. Dans ce contexte-là, si elle veut prendre la fuite, il faut qu'elle prenne certaines précautions. Accompagnée de son fils, Virginie retrouve alors Clémence Roussel dans la banlieue de Beauvais. L'association pour femmes battues lui a trouvé un hébergement d'urgence. Elle va trouver refuge dans un hôtel qui va être payé, en tout cas pour un mois, par une association qui lui vient en aide. Elle s'est mise à pleurer et ce jour-là, son garçon m'a dit « Merci madame ». À ce moment-là, effectivement, j'ai cru que je lui avais sauvé la vie. Le plan de Virginie pour quitter le domicile familial se déroule à merveille. Seulement, cela ne va pas durer. Une semaine après son départ, Virginie découvre que Denis n'a pas l'intention de la laisser profiter de sa liberté retrouvée. Virginie Manochet a l'illusion que son stratagème a payé et qu'elle a réussi à semer Denis Manochet. Effectivement, dans les premiers jours, elle était contente parce qu'il ne l'avait pas retrouvée, parce que voilà, elle commençait à mener une vie un peu plus normale. Malheureusement, au bout d'une semaine, elle s'aperçoit que Denis Manochet est toujours sur ses traces et qu'il a entrepris de la chercher. Denis Manochet va passer tout le mois de septembre à chercher Virginie. Dans l'espoir de le décourager, Virginie va semer plusieurs fausses pistes, mais rien n'y fait. Denis tombe dans tous les pièges qui lui sont tendus. Pourtant, en à peine 2 semaines, il est tout près de la débusquer. Il la cherchera partout avec des adresses internet bidons, avec des faux comptes créés par-ci par-là. On sait qu'il va se déplacer jusqu'en Bretagne parce qu'il pense qu'elle est en train de suivre une formation pour une reconversion. Donc il va sur place s'il s'aperçoit qu'elle est pas là. Le temps est compté quand on défie, Denis. Elle découvre qu'il l'attend devant la boîte postale qu'elle avait ouverte à Beauvais par l'intermédiaire de l'association Emmaüs. Virginie parvient à s'échapper in extremis. Mais la jeune femme est bouleversée. Quand elle a compris qu'il avait retrouvé sa trace, elle ne vivait plus. Elle craint qu'une seule chose, c'est qu'il la retrouve. Qu'il la tue, ou qu'il tue son enfant et se suicide derrière. Pour échapper à son ex-compagnon, Virginie doit déménager au plus vite. Et l'homme providentiel qui va lui tendre la main, c'est Frédéric Piard, son patron. Frédéric, qui dispose d'un logement au-dessus du garage, n'a pas l'ombre d'une hésitation. Il lui dit « moi j'ai un logement disponible, si tu veux ». À 31 ans, Frédéric Piard est propriétaire de son propre garage. Le jeune patron est très apprécié de ses salariés et de ses clients. Ses anciens collègues de travail l'ont suivi lorsqu'il leur a dit qu'il montait sa propre entreprise. Tout de suite, ils ont dit « Banco, on y va ». Son garage marchait très bien. Des gens de Paris qui venaient faire réparer la voiture chez lui. Quelqu'un qui ne faisait pas parler de lui, si ce n'est en bien. Cet homme, très attaché aux valeurs familiales, n'a pas supporté que son employé, Virginie en l'occurrence, se retrouve à la rue. Et donc, comme il y avait ce logement vacant, qu'il n'en faisait rien, il lui a proposé très vite, très spontanément de l'occuper. Grâce à la générosité de son patron, Virginie a trouvé un nouveau refuge. Cependant, elle vit constamment avec la boule au ventre, de peur de voir ressurgir son compagnon à tout instant. Dès qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le garage, à se planquer derrière les bagnoles. Et tout le temps comme ça. Elle sait pertinemment qu'il la cherche et elle veut se faire voir le moins possible. En fait, elle s'attend à tout moment à ce qu'il arrive et qu'il lui fasse du mal. Et ce que Virginie redoutait tant ne va pas tarder à se produire. Denis Manochet va retrouver la trace de son ex-compagne, car celle-ci a commis une terrible erreur.
Le 3 octobre 2014, Virginie quitte le garage, sort en voiture pour aller faire quelques courses au supermarché. Arrêtée au feu tricolore, elle regarde dans le rétroviseur et là, elle s'aperçoit avec stupéfaction qu'il y a une voiture derrière. Cette voiture, elle la connaît et surtout, elle reconnaît le chauffeur qui n'est autre que Denis Manchez. Virginie va alors tenter de semer Denis. Elle se tourne alors une nouvelle fois vers l'association de femmes battues qui lui était déjà venue en aide. Il m'a dit, il m'a retrouvé, il est là. Je lui ai dit, mais allez déposer plainte. Allez déposer plainte. Et elle était apeurée à ce moment-là. Virginie suit immédiatement le conseil de Clémence Roussel. Pour tenter de décourager son ex-compagnon, elle se rend à la gendarmerie de Gisors. Elle est reçue par un gendarme. Et elle va lui expliquer la situation, en disant voilà, il y a eu une histoire extrêmement compliquée. À la gendarmerie, lorsque Virginie Manechet raconte son histoire, elle va faire état de la violence physique, elle va faire état également du passé de Denis Manechet. Et l'histoire que Virginie raconte aux gendarmes, vous allez le voir, est totalement ahurissante. Les enquêteurs vont découvrir que Denis Manechet n'est pas seulement son ex-compagnon. En réalité, il est surtout son propre père. Denis Manechet était à la fois son conjoint, son père et le père de son fils. Mon frère et moi, on a vécu l'inceste pendant des années. L'inceste, c'est terrible. C'est le pire crime du monde. D'ailleurs, en prêtant attention à cette photo de Denis et Virginie, la ressemblance est évidente. Le même regard, les traits identiques. Pour expliquer pourquoi elle a fui le domicile conjugal, Virginie va livrer aux gendarmes son terrible secret de famille, qu'elle a évidemment caché à son fils. Elle a pris conscience de l'anormalité de la situation. Le fait que son fils commençait à grandir et qu'il commençait aussi à poser certaines questions. Je pense que Virginie a été très claire avec son fils. Elle voulait vivre avec son fils, mais dans la vérité. Cette vérité que Virginie a cachée si longtemps trouve son origine une quinzaine d'années plus tôt. À la fin des années 90, Denis Manechet est marié à cette femme, Laurence, sans emploi. Ensemble, ils auront 5 enfants. Virginie, l'aînée, Betty, de 2 ans, sa cadette. Le couple a 3 autres enfants, 2 garçons et la petite dernière. Tous vivent dans cette grande propriété, en lisière de la forêt de Compiègne, à environ 90 km de Paris. Dans le début des années 2000, la famille s'est installée dans l'Oise, à côté de Compiègne. C'est une famille qui, vue de l'extérieur, a plutôt tout de l'image d'une famille heureuse. La famille Manechet, à la base, c'est une famille idéale, une famille modèle, avec 5 enfants, tous bien élevés, tous bien habillés, propres sur eux. La seule particularité, c'est qu'ils vivent dans une propriété qui est close de murs et qu'en réalité, ils ont très très peu de contact avec l'extérieur. À l'extérieur, la famille Manechet donne parfaitement le change. Mais derrière les murs de la maison, la réalité est bien différente. De l'extérieur, rien ne peut permettre d'appréhender ce qui se joue une fois que les portes sont refermées. À partir du moment où il passait la porte de la maison, tout devait se passer exactement comme lui. De toute façon, on n'entendait qu'une mouche voler dès qu'il était là, on était pétrifiés. C'est un foyer où tout est ordonné autour de Denis Manechet. En fait, à l'époque, Denis Manechet était déjà tyrannique et despotique. Et il s'en prenait à tous les membres de sa famille. Il punit à tout va pour des prétextes un peu fous. Il va jusqu'à pointer un fusil sur le visage de ses enfants dès qu'il sent une odeur de cigarette. On ne pouvait pas respirer, on ne peut pas discuter entre frères, on ne peut pas rigoler, on ne peut pas. On est juste
les objets de Denis. Il faut imaginer que cette famille fonctionne à l'image d'une secte. Donc tout doit passer par le chef de cette secte, par le gourou de cette secte. Les membres de cette famille ne peuvent exister hors de cet homme. On est sous son emprise. C'est comme s'il avait une manette et puis que c'est lui qui nous est à droite, à gauche, devant. C'est comme ça qu'on était avec lui. Toute la famille vit dans la crainte des réactions du père, Denis Manochet, et des terribles punitions qu'il peut infliger lorsque l'on ne suit pas à la lettre les nombreuses règles qu'il impose. Il demandait à ses enfants de venir dans la maison. Donc là, ils venaient. Et il leur disait, vous allez fermer les volets. Donc ça, c'était le signe que ça allait très mal se passer. Une fois que les volets étaient baissés, il leur disait, vous allez mettre la musique et vous la mettez à fond. Donc ils allaient mettre la musique à fond. Quand on sait qu'on doit avoir une raclée, il faut aller aux toilettes avant parce qu'on se pile dessus et qu'il veut pas. Et suite à ça, il leur cognait dessus. Il leur cognait dessus avec une violence absolument incroyable. C'était les coups, et puis à genoux. On n'avait pas le droit de pleurer des coups. Si on était à genoux, il fallait pas qu'on renifle, il fallait pas qu'on pleure, il fallait pas qu'on se baisse. Pour Betty et sa sœur aînée Virginie, il y a bien pire. Alors qu'elles n'ont pas encore 10 ans, les fillettes sont victimes de viols de la part de leur père. Pendant des années, Denis Manochet va abuser de ses 2 filles et les forcer à garder le silence. Je me sentais humiliée, je me sentais pas exister. On n'avait déjà pas grand-chose, mais on nous avait retiré la plus pire chose qu'une femme peut espérer garder jusqu'au moment où elle se sent prête à franchir le cap. Et il va les initier à un âge où on n'initie absolument pas les enfants à la sexualité et surtout pas ses propres enfants pour servir ses propres besoins sexuels. L'emprise psychologique de Denis Manochet est tellement forte qu'il viole à tour de rôle ses filles sans que l'une sache ce qui arrive à l'autre. Mais un jour, Virginie va découvrir que sa sœur Betty est aussi victime des abus de son père. Et à ce moment-là, la parole semble se libérer. Ma sœur un dimanche après-midi m'a surprise dans la chambre. Elle m'a pris la main et on est descendu voir ma mère et on lui a dit. Elle a dit tout ce que papa me fait, il le fait aussi à Betty. Et le plus incroyable, c'est que Laurence, la mère de famille, ne réagit pas. Il n'y a rien qui se passe. Ça s'est passé, point. Ça se reproduira. Et puis c'est ce qui a été pendant des années. Comble de l'horreur, elle va carrément se rendre complice des actes de son mari. La mère est totalement complice des actes du père. Cette complicité est telle que c'est elle qui va choisir les bons moments où l'une des filles doit rentrer dans le lit du père. Elle va même être là, elle aussi, pour participer à ses agapes. Elle programme les nuits à l'occasion desquelles c'est Betty qui doit aller dans le lit du père. Et puis à d'autres dates, c'est Virginie qui doit aller dans le lit du père. Elle va tenir un livre pour noter les dates de règles de ses filles quand celles-ci vont être en âge d'être réglées. Pour Virginie et Betty, devenues adolescentes, le piège se referme encore un peu plus. Car Denis Manochet a une idée machiavélique. Il va entièrement revoir la configuration de la maison familiale. Et cela pour une simple raison. Faire de sa fille aînée sa femme. Le père va s'installer avec Virginie, qu'il a choisie comme étant son élue, celle qui désormais va partager sa vie et son quotidien, en tout cas le plus fréquemment possible. Il a carrément pris Virginie pour sa femme et en délaissant ma mère. Ce qui ne va pas empêcher des jeux sexuels avec la mère et avec Betty, Virginie n'ayant pas l'exclusivité de la relation sexuelle avec le père.
Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Manéché. Dans la seconde partie, vous allez découvrir que derrière la porte de la belle maison de la famille Manéché se cachait en réalité l'enfer. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Manéché, vous allez découvrir que derrière la porte de la belle maison de famille se cachait en réalité l'enfer. Avec moi, vous entendrez les voix de Betty Manéché, la sœur de Virginie, elle aussi victime de son père Denis, celle des journalistes et des avocats qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. La maison serait organisée en espèce de cercle concentrique avec au cœur lui et puis Virginie. Autour, les autres femmes de la famille, son épouse, son autre fille, et puis les garçons carrément à l'extérieur. Pour maintenir le contrôle sur les membres de sa famille, Denis Manéché va même installer des caméras de vidéosurveillance dans toute la propriété. À l'abri des regards indiscrets, y compris ceux de sa propre famille, l'homme ne se pose plus aucune limite. C'est au cours de l'année 2001, alors que Virginie vient tout juste de fêter son 20e anniversaire, que l'inimaginable va se produire. La fille tombe enceinte de son père. Sur ces photographies, Virginie affiche fièrement son test de grossesse. Et son père, sa mère, sa sœur, toute la famille semble partager sa joie. Nous sommes totalement dans le fonctionnement sectaire, c'est-à-dire que les règles sont celles qui sont posées par le père. Le père a décidé que sa fille allait lui donner un enfant. Tout le reste de la famille doit se réjouir de la nouvelle et on doit accueillir cet enfant comme étant quelque chose totalement normal dans le fonctionnement interne de cette famille. C'est un gourou et il crée une logique particulière et tous ceux qui sont rentrés dedans ne peuvent pas en sortir, mais pas plus qu'on peut sortir très facilement d'une secte. Cette emprise, l'un des membres de la famille va pourtant réussir à s'en libérer et à briser le silence. Il s'agit de Betty, la sœur de Virginie. Elle ne peut plus supporter les agissements de son père et elle entend bien désormais le dénoncer aux gendarmes. Le 9 janvier 2002, tout juste majeure, elle saute le pas. Je suis partie pour dénoncer les choses. Parce que j'avais peur de la suite. J'avais cette conscience de me dire que c'était pas bien. Je le savais, et moi ça m'a... Et je savais qu'un jour j'allais partir. Je savais de tout très très jeune que j'allais tout faire exploser. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai porté plainte, j'ai expliqué ce qui s'était passé, de ce qu'on vivait à la maison. Les enquêteurs vont être tellement sidérés par ce qu'ils entendent qu'ils vont décider de lancer une enquête préliminaire avant d'aller immédiatement interpeller Denis Manéché et Laurence. Et ils vont mettre sur écoute la famille et au fur et à mesure de leurs actes d'enquête, ils vont s'apercevoir que tout ce que leur a dit Betty se vérifie. Ils vont découvrir qu'effectivement, Virginie est manifestement la maîtresse de son père. Qu'effectivement, elle donne naissance à un enfant et que cet enfant a les plus grandes chances d'être celui du père et de la fille. Au moment où Denis, Virginie et Laurence sont placés en garde à vue, on imagine que c'est la fin du cauchemar, que l'avenir c'est la prison, un procès d'assises et une lourde condamnation. Mais malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Car contre toute attente, Virginie va prendre la défense de son père. Même éloigné de lui, l'homme continue à la manipuler.
Le côté machiavélique de Denis Manochet est celui de lui laisser entendre depuis sa prison qu'elle ne retrouvera une relation avec son fils qu'en repassant par lui. Virginie, elle est complètement perdue. Elle a peur parce que, bien évidemment, face à l'horreur de la situation, immédiatement, son enfant a été placé. Cette séparation, c'est un drame. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de récupérer cet enfant. Pour comprendre Virginie, il faut comprendre son parcours. Elle a été déscolarisée à l'adolescence, elle a été enfermée par son père et elle a été victime d'abus sexuels de son père. Elle est complètement sous la coupe de son père. Alors quand son père lui dit que le seul moyen pour récupérer son enfant, c'est de l'aider, de le défendre, elle le croit. Alors, lorsqu'elle est interrogée au sujet des viols décrits par sa sœur, Virginie donne une toute autre version. Il s'agirait en réalité de relations sexuelles consenties. Et pour persuader les enquêteurs d'abandonner les poursuites, Virginie va même réussir un tour de force, convaincre Betty, pourtant à l'origine de l'affaire, de se rétracter. Et elle me dit, Betty, je t'en supplie, prenne mon enfant. Il faut que tu dises que tout ce que tu as eu, c'est pas vrai. Moi, je veux mon enfant. Donc Betty Manochet va revenir sur ses déclarations. Pourquoi ? Pour faire plaisir à sa sœur, qui est son seul lien, entre guillemets, avec sa famille, qui est une personne qu'elle chérit énormément. Virginie désire ça, je ferai toujours tout pour ma sœur. Et de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai plus le choix maintenant. Quoi que je fais, ça fait du mal. Et à partir de là, le dossier s'effondre. Même si personne ne la croit, c'est écrit noir sur blanc, la victime principale, c'est-à-dire Betty, fait une volte-face très spectaculaire et elle effondre, elle explose le dossier, elle explose l'accusation. Denis Manochet et sa femme Laurence sont donc libérés. Pour autant, la justice n'abandonne pas les poursuites. 10 ans après la déposition de Betty, un procès est enfin annoncé et il va réserver bien des surprises. Le 15 novembre 2012, Denis et Laurence Manochet comparaissent devant la cour d'assises d'Amiens. Seulement, c'est un couple divorcé qui se présente dans le box. Car aujourd'hui, Denis Manochet s'affiche devant la cour comme le père et le compagnon de sa fille, Virginie, qui, elle, assume complètement cette relation incestueuse. Ils dissimulaient leurs liens parentaux depuis 8 ans, mais aujourd'hui, ils se montrent au grand jour. Ils s'embrassaient devant tout le monde, ils manifestaient de la manière la plus criante possible qu'ils étaient un couple. Virginie, au procès, vient clamer qu'elle est heureuse, vient hurler qu'elle veut vivre tranquille avec son père, qu'elle l'aime, qu'ils ont un enfant ensemble, elle veut recréer cette cellule. C'est la meilleure avocate de son père. Pour moi, ça n'est plus papa, c'est Denis. Et je suis heureuse avec lui. Et nous avons fait un enfant, ensemble, qui est l'enfant de notre amour. La seule qui va vraiment tenir sa place dans ce procès, c'est Laurence. À l'encontre de ses filles, elle va dire que tout ça a existé. Elle va dire que Virginie a été violée. Elle va dire que Betty a été violée. Elle va dire qu'elle a participé au viol, donc elle sait de quoi elle parle. Sauf que, il n'y a qu'un malheur, c'est que les filles, elles, ont un tout autre discours. Pour amadouer les jurés, la famille va jouer la corde sensible. Denis Manochet ne serait pas un père incestueux. En fait, il n'aurait fait que céder aux avances de Betty et Virginie, devenues les rivales de leur mère. Donc on a juste expliqué qu'on était amoureuses, 3 femmes qui se battaient pour le même homme, qu'on était amoureuses de lui, que tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'on l'a voulu. Pour ne pas être condamnée, la famille Manochet décide de jouer la carte de l'amour consenti, de la belle histoire. Tout était planifié d'avance, sur quoi fallait jouer. Denis savait très bien qu'il pouvait faire confiance à ces deux filles. Et le plan va parfaitement fonctionner. Les interventions de Virginie et Betty en faveur de leur père font totalement basculer le procès. Ils étaient complètement dans l'émotion et oui, ils se sont fait forcément avoir.
Parce qu'on était tellement entières et tellement dans notre histoire et dans notre amour, Virginie et moi. Denis Manochet et sa femme sont reconnus coupables, mais la peine prononcée est étonnamment légère. 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis. Les jurés, ils ont tenu compte des déclarations de Betty et ils ont considéré que le dossier était creux. Donc là, ils condamnent à 5 ans, dont 3 avec sursis, ce qui ne veut rigoureusement rien dire. C'est comme si cette famille incestueuse avait aussi pris le pouvoir sur la justice, en quelque sorte. En disant, mais il n'y a rien à voir. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. La justice lui a dit, après avoir été savamment manipulé, mais oui, c'est une belle histoire d'amour que vous avez vécue là, et finalement, l'inceste est consenti. Ben, c'est totalement surréaliste. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Comment a-t-on pu en arriver là? On avait le choix entre écouter le droit et faire respecter le droit ou de faire respecter la morale. Ils ont fait du droit. Et c'est tout le problème de ce dossier. Si on fait du droit, pour un peu, on aurait presque pu l'acquitter. Denis Manochet, qui avait passé 2 ans en détention préventive, ressort donc libre, main dans la main avec Virginie. Seulement ce que la justice française ignore, c'est que le conte de fées incestueux va mal finir. Pour mieux comprendre, il faut remonter en 2014. Virginie s'enfuit du domicile conjugal, laissant à ses trousses Denis, son père et compagnon. Elle a décidé d'aller tout raconter aux gendarmes. La violence, les coups, les humiliations. Et on lui explique qu'en pareil cas, on ne peut pas faire grand-chose. Pour les gendarmes, ça en reste là. Ils lui expliquent que voilà, ils vont faire des rondes peut-être un petit peu accrues du côté du garage, mais ça n'appelle pas d'autres réponses que celle-ci. Je pense aussi que les gendarmes ne bougent pas parce qu'ils sont à 1000 lieues d'imaginer que dans quelques jours, cette histoire va se terminer dans un bain de sang. Et pourtant, lorsque Virginie ressort de la gendarmerie, elle l'ignore. Mais il ne lui reste que 3 jours à vivre. Le 7 octobre 2014, la journée se termine au garage de Frédéric Piard, où Virginie travaille. Avant de fermer l'établissement, la jeune femme et son patron sont en train de rentrer les derniers véhicules, lorsque soudain, Denis Manochet franchit la grille. Il a sur lui une arme, un pistolet 6,35 et il rentre dans le garage. Denis Manochet marche directement sur Frédéric Piard, qui essaye de se mettre en travers de sa route pour lui demander ce qu'il fait là. Je pense qu'il a beaucoup de mal à réaliser ce qui est en train de se jouer. Immédiatement, Denis Manochet tire. Il lui a tiré dessus et sans même s'arrêter. Il a continué son chemin sans se préoccuper des conséquences de ce premier coup de feu. Il a pas causé. Il a tiré tout de suite. Il était venu pour tuer, il était pas venu pour voir le garagiste. Hein. Denis Manochet se dirige tout droit vers l'atelier où se trouve Virginie. Elle est au volant d'une dépanneuse. Elle ne s'aperçoit de rien. Il entend de toute façon que les véhicules sont en train de manœuvrer. Il va directement sur elle et il tire 2 coups. Il tire une première fois en direction de la dépanneuse, qui continue sa manœuvre. Je pense qu'à partir du moment où elle le voit, qu'elle entend un coup d'arme et qu'elle voit que c'est lui en face, parce qu'il a choisi bien sa position de se mettre en face du camion, Virginie, elle a compris que c'était fini pour elle. Et puis ensuite, il va se présenter sur le côté du véhicule et tirer à au moins 2 reprises, à bout portant. Il n'y a pas eu non plus la moindre hésitation. C'est-à-dire qu'il l'a abattue de sang-froid alors qu'elle se trouvait à l'intérieur du camion. C'est ce geste qu'on a toujours vu quand on était gamine, où il a dit un jour ce sera paf paf. Et c'est ce qu'il a fait à Virginie. Une fois qu'il a mené à bien sa mission, il retourne l'arme contre lui et il se supprime. Lorsque les gendarmes arrivent sur place,
il découvre les corps sans vie de Frédéric Piard et Virginie Manochet. Denis, lui, est entre la vie et la mort. Les gendarmes et les secours arriveront très rapidement à 19h. La zone est presque bouclée. Les pompiers sont arrivés, les gendarmes sont arrivés et effectivement sur place c'est une scène de crime un petit peu particulière. Il est clair que les choses sont malheureusement limpides. L'arme du crime est sur place à côté de lui. Lui, il est là baignant dans son sang et les deux victimes évidemment aussi sont présentes. Sur le plan des faits, c'est d'une simplicité terrible. En sécurisant les lieux, les gendarmes découvrent qu'un témoin très particulier a assisté à toute la scène. C'est le fils de Denis et Virginie. Il a 13 ans et il est en état de choc. Le fils de Virginie entend les coups de feu, notamment le premier coup de feu. Il se met immédiatement à la fenêtre et il voit une partie de la scène. Il va littéralement être en état de sidération face à cette scène qui va le tétaniser complètement, et ce pendant de très longs instants. Les premières auditions du fils de Denis Manochet sont assez terribles. Il vient d'apprendre quelques jours auparavant son histoire, la complexité des relations familiales qui existent dans cette famille. Virginie lui a expliqué pourquoi il devait s'enfuir et pourquoi il devait quitter Denis Manochet. Je pense que ce gosse a vécu un véritable calvaire. 8 jours avant, on lui explique que son père, c'est son grand-père, finalement. Et puis que sa mère, c'est sa demi-sœur. Et puis, il y a ce drame épouvantable où il va falloir maintenant lui expliquer, même s'il l'a déjà compris, que le meurtrier de sa mère, c'est à la fois son père et son grand-père. Et que cet homme a tué sa propre fille. Enfin, est-ce que vous imaginez la situation pour ce gosse de 13 ans ? Au beau milieu de la nuit, les gendarmes informent la famille de Frédéric Piard, le garagiste, de la tragédie. Son père se souvient avec émotion de ce moment douloureux. Moi, je l'ai appris à 2h du matin. Que mon fils avait été tué. Juste mes yeux pour pleurer, c'est tout. Maigre consolation pour Jean-Claude Piard. Denis Manochet va miraculeusement survivre à ses blessures. Une nouvelle fois, il va donc se retrouver devant la justice. De façon tout à fait incroyable, il s'est réveillé. Alors certes, très lourdement handicapé, mais avec toute sa tête, toutes ses facultés mentales. Il a perdu l'usage de la parole, il est hémiplégique. Quel destin aussi, il rate son suicide, il fait 6 mois de coma. Il reste plusieurs mois dans une maison où il est suivi. On veut un procès, il faut absolument qu'il y en ait un. Le 3 décembre 2018, un peu plus de 4 ans après le drame, Denis Manochet comparaît devant la cour d'assises d'Évreux pour le meurtre de Frédéric Piard et l'assassinat de sa fille, Virginie. Dans la salle d'audience pleine à craquer, c'est un homme méconnaissable qui se présente. Et quand il est passé, j'ai revu tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu. L'arrivée de Denis Manochet au procès, c'est déjà un moment incroyable. Et la tête qu'il avait, quoi. Je pensais que c'était vraiment lui, mais c'était terrible de voir un homme comme ça. C'était toujours une armoire à glace qui avait le contrôle tant psychologique que physique sur nous. Là, on a affaire à quelqu'un qui a pris 25 ans en quelques mois, qui est très amaigri, qui est très affaibli. Il se transporte dans un fauteuil roulant électrique et pour communiquer, il a un abécédaire et donc il pointe avec un doigt chacune des lettres des mots qu'il veut prononcer. Devant les jurés, Denis Manochet prétend que son crime est en réalité le résultat d'un coup de folie. Il a adopté cette position-là en expliquant que quand il se présente, il vient pour discuter, qu'il n'a aucune espèce d'intention de tuer. Seulement, la version de Denis Manochet ne colle pas. S'il y avait eu une volonté de discuter avec sa fille, d'abord, il n'avait pas besoin d'arriver avec une arme. Mais là,
Les faits ont démontré que malheureusement, c'était pas ce qu'il venait chercher. Il est venu pour la tuer, ce qu'il a fait, sans hésitation, très clairement et très rapidement, et juste après, effectivement, il a retourné l'arme contre lui. La différence entre le meurtre et l'assassinat, c'est la préméditation. Dans un cas, c'est perpète, dans l'autre cas, c'est 30 ans. Ça se vaut. En revanche, sur un plan moral, je pense qu'il préférait être condamné pour meurtre que pour assassinat. L'homme avait en fait soigneusement préparé son crime, car il était en planque depuis le matin, avant même l'ouverture du garage. Il se stationne vers 7h du matin aux alentours et il va rester là plusieurs heures à attendre que le garage ouvre. Et il va voir les employés arriver, il va voir le patron arriver. Il est allé même jusqu'à se déguiser pour qu'on ne l'identifie pas. Il va attendre que la zone commerciale se vide, qu'on approche de la fin de journée. À 18h50, il prend la décision de rentrer dans le garage. Il sort de sa voiture, il laisse sa perruque, il laisse ses lunettes de soleil, tout le déguisement et son attirail de côté. Et puis le déroulement du meurtre est méthodique. Denis Manochet n'aurait rien laissé au hasard. Il aurait même signé son crime. S'il a tiré, c'est qu'il avait envie de tuer, il n'avait pas envie de faire autre chose. Hein. D'abord, on ne vient pas dans un garage avec des armes, déjà pour commencer. Il était décidé et il est arrivé armé de cette balle quand même. Donc on ne vient pas armé comme ça si on n'a pas décidé de faire un massacre. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a tiré à un endroit très précis de son bras, là où elle avait un tatouage qu'elle avait fait et qui était, je crois, dans une rose, où il était noté « Denis et Virginie pour la vie ». Et ce tatouage-là, elle l'avait fait effacer. Et c'est là qu'il tire. Une question demeure. Pourquoi Denis Manochet a-t-il tiré sur Frédéric Piard, le garagiste? S'agit-il d'une vengeance? Soupçonnait-il quelque chose entre Virginie et son patron? Je pense que Denis Manochet, lorsqu'il tire sur Frédéric Piard, c'est pas, comme il le dit à l'audience, un dégât collatéral. À partir du moment où il a eu le sentiment que peut-être Frédéric pourrait représenter un obstacle à la mission qu'il s'était impartie, à ce moment-là, il a considéré qu'il fallait le supprimer. Quiconque se trouvait sur son passage devait s'écarter ou mourir. On ne pourrait jamais lui pardonner de toute façon. C'était un mari aimant qui vivait une très belle histoire avec son épouse. Ils avaient une enfant qui, au moment des faits, avait 2 ans. Et sa fille, c'était tout pour lui. Hein. Ah oui. D'ailleurs, il en voulait même un deuxième. Mais bon, ça s'est pas fait, malheureusement. Pour le père de Frédéric Piard, c'est un drame épouvantable, parce qu'il a vraiment un gosse qui a tout réussi, qui a monté son garage, qui a femme, enfant et la vie devant lui, et il va perdre justement cette existence pour une histoire qui n'a ni queue ni tête, une histoire terrible dans laquelle il n'est pour rien. Pour Betty, qui revoit son père après 6 ans, ce procès est l'occasion d'enfin raconter sa vérité. Elle va se tourner vers son père et les yeux dans les yeux, elle va lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Le moment le plus important pour moi, il a été là. D'être capable de le mettre face à son personnage, de lui dire qu'il était coupable de tout, que c'était de sa faute, que le mal c'était lui et pas nous. À l'issue de 3 semaines éprouvantes, Denis Manochet finit par accepter de reprendre sa vraie place dans cette famille qu'il a détruite. Il reconnaît qu'il doit désormais se considérer comme le grand-père du fils de Virginie et non plus comme son père. Il a, je crois, fini par comprendre que cette situation était impossible. Voilà. Qu'il n'y avait pas d'accommodement possible avec l'inceste, que ça n'existe pas, que ça n'est pas envisageable, voilà, que c'est quelque chose avec lequel on ne transige pas. Après un cours délibéré, Denis Manochet est condamné sans surprise à la réclusion criminelle à perpétuité. Un verdict qui n'a pas consolé les familles, mais qui était espéré malgré tout.
Il n'est pas effondré, il n'est pas triste, il n'est pas révolté, il n'est pas en colère, il n'est pas dans l'incompréhension. Pour lui, cette décision fait sens. Denis Manochet déclare qu'il n'a pas l'intention de faire appel du verdict. Mais l'affaire va tout de même réserver un ultime rebondissement. Je reçois un appel de la maison d'arrêt de Fresnes qui m'annonce que Denis Manochet a fait un arrêt cardiaque. C'est une surprise pour tout le monde. Immédiatement, on imagine qu'il s'est suicidé, qu'on l'a aidé à mourir, que tout un tas de choses ont pu se passer. En réalité, pas du tout. Son cœur a cessé de fonctionner. Une épilogue hors norme, à la hauteur d'une histoire hors norme, d'un procès hors norme. On a un peu le sentiment, moi c'est le sentiment que j'ai eu, que finalement il avait lâché prise complètement et que c'était comme cela que l'affaire et les choses devaient se terminer. Que je voulais que je dise. Maintenant il est mort. Puis nous, on nous laisse comme ça, quoi, comme des abrutis, là. Je suis encore fragile, j'ai encore beaucoup de séquelles, je travaille, j'ai repris des études pour comprendre. Mon fils m'a écrit « Maman, tu sais, malgré la famille qu'on est, tu es une maman extraordinaire. » Mais on arrive à être heureux malgré tout. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Manochet. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette histoire racontée comme un long fil de mémoire et de compréhension, une histoire où les voix se croisent, se répondent et tentent de mettre de la lumière là où, longtemps, il n'y en eut pas. Je suis Jean-Marie Cour et je vous invite à écouter un récit qui parle de famille, de choix, de courage et de reconstruction, un récit qui commence dans un village discret de l'Oise, un matin calme où la brume se lève lentement au-dessus des toits et des champs. Le jour se lève sur Plainville, en apparence, rien ne distingue cette journée d'une autre. Les maisons sont silencieuses, les rues encore vides, et dans une maison comme les autres une famille se prépare pour une matinée ordinaire. Denis se lève, se prépare pour partir travailler, comme il le fait chaque jour. Virginie, elle aussi, se lève, prépare le café, prépare les affaires de la maison, accomplit les gestes familiers qui rythment les débuts de journée. Leur fils se prépare à partir à l'école. Tout semble normal, simple, presque banal. Pourtant, ce matin-là est différent. Ce matin-là est le dernier matin d'une vie commune qui durait depuis des années. Virginie a pris une décision. Elle a préparé cette décision en silence, avec une prudence extrême, avec une patience que seule une longue réflexion peut donner. Elle a rassemblé ses affaires sans bruit, a organisé le départ sans laisser de traces visibles. Elle a attendu que Denis parte travailler, non par indifférence mais par volonté de faire les choses sans éclat, sans affrontement, sans heurts. Elle a nettoyé la maison, rangé les pièces, mis de l'ordre comme pour laisser derrière elle un lieu apaisé. Elle a même préparé le repas du soir et mis la table, geste presque incongru au regard de ce qu'elle s'apprêtait à faire, geste pourtant révélateur d'un désir de partir sans violence, sans chaos, avec dignité. Sur la table, elle a laissé une lettre. Une lettre d'adieu, une lettre de passage, une lettre qui dit simplement qu'elle doit continuer sa route autrement. Elle y explique qu'elle part, qu'elle ne reviendra pas vivre ici, qu'elle souhaite préserver un lien entre Denis et leur fils, mais qu'elle ne peut plus poursuivre cette vie. C'est une lettre qui ne cherche pas à blesser, mais à affirmer un besoin de liberté et de vérité. Quand Denis rentre ce soir-là, la maison est silencieuse. L'absence de Virginie l'inquiète immédiatement. Elle n'est pas là pour l'accueillir, ce qui ne lui ressemble pas. Il la cherche dans chaque pièce, l'appelle, fouille la maison. Il découvre finalement la lettre. Le choc est immense. Il ne s'attendait pas à ce départ. Il ne pensait pas que Virginie partirait ainsi. Il reste figé un moment, comme si le monde venait de basculer. Puis l'inquiétude prend le dessus.
Il veut comprendre. Il veut savoir où elle est. Il veut la retrouver. À Plainville, la vie du couple paraissait pourtant simple. Ils vivaient avec leur fils, menaient une existence discrète. Ils partageaient une passion pour la mécanique automobile. Denis travaillait comme chef d'atelier chez un concessionnaire à 1 heure de route. Virginie, de son côté, avait trouvé sa place comme mécanicienne dans un garage familial. Elle aimait ce métier, aimait travailler avec ses mains, aimait résoudre des problèmes mécaniques. Dans un univers souvent masculin, elle s'était fait respecter. Ses collègues l'appréciaient pour sa compétence et sa gentillesse. De l'extérieur, tout semblait fonctionner. Un couple, un enfant, un travail stable, une routine rassurante. Pourtant, à l'intérieur du foyer, l'équilibre était plus fragile. Virginie se sentait de plus en plus enfermée. Elle parlait peu de ses difficultés, mais confiait parfois à ses collègues un malaise grandissant. Elle avait le sentiment de ne pas pouvoir être pleinement elle-même. Elle ressentait le besoin de reprendre sa vie en main, de protéger son fils, de lui offrir un environnement plus serein. Cette décision de partir n'avait pas été prise à la légère. Elle avait demandé du temps, de la réflexion, du courage. Elle avait cherché de l'aide auprès d'une association à Beauvais qui accompagnait les femmes en difficulté. Là, elle avait rencontré Clémence, une professionnelle attentive, qui l'avait aidée à préparer un départ discret, organisé, sécurisé. Ensemble, elles avaient imaginé un plan. Il fallait agir avec prudence, éviter les confrontations, trouver un hébergement, protéger l'enfant. Le jour du départ, Virginie a suivi ce plan à la lettre. Elle a coupé son ancienne carte de téléphone, a pris un nouveau numéro, a rejoint Clémence dans la banlieue de Beauvais. Une chambre d'hôtel avait été réservée pour un mois grâce à l'association. C'était un premier refuge, un premier pas vers une vie différente. Virginie a pleuré en arrivant, soulagée et inquiète à la fois. Son fils, lui, a remercié Clémence. Ce simple mot de remerciement a résonné comme un signe d'espoir. Pendant quelques jours, Virginie a cru que tout irait bien. Elle a commencé à s'habituer à cette nouvelle vie. Mais Denis, de son côté, cherchait. Il cherchait sans relâche. Il passait ses journées à essayer de retrouver une trace, à interroger, à imaginer où elle pouvait être. Il suivait des pistes, parfois fausses, parfois proches de la vérité. Le temps passait et la tension montait. Virginie, informée de ses recherches, vivait dans la crainte d'être retrouvée. Elle savait qu'elle devait rester discrète, changer d'habitude, éviter les lieux trop visibles. Un jour, en sortant faire des courses, elle a cru apercevoir la voiture de Denis derrière elle. L'angoisse est revenue immédiatement. Elle a contacté Clémence, qui lui a conseillé de se rendre à la gendarmerie pour signaler la situation. Là, Virginie a raconté son histoire. Elle a parlé de son parcours, de ses difficultés, de son besoin de protéger son fils et de vivre dans la vérité. Les gendarmes ont écouté avec attention. Ils ont compris que cette situation était complexe, chargée d'émotions, marquée par un passé lourd. Virginie a trouvé la force de dire ce qu'elle avait longtemps gardé pour elle. Dire la vérité était pour elle une étape essentielle, non pour accuser, mais pour se libérer et avancer. Le passé de cette famille remonte à des années plus tôt, dans une grande maison près de la forêt de Compiègne. Une famille nombreuse, 5 enfants, une apparence de normalité. De l'extérieur, tout semblait en ordre. Mais à l'intérieur, les relations étaient plus compliquées. Les enfants vivaient dans un environnement où la parole circulait difficilement. Les émotions restaient souvent enfouies. Les années ont passé, et chacun a grandi avec ses souvenirs, ses questionnements, ses blessures. Virginie, en devenant adulte, a cherché à comprendre son histoire, à donner du sens à ce qu'elle avait vécu. Elle a voulu offrir à son fils une vie différente, plus ouverte, plus sereine. Grâce à l'aide de son entourage professionnel, Virginie a trouvé un nouveau refuge. Son employeur, Frédéric, un jeune chef d'entreprise respecté, lui a proposé un logement au-dessus du garage. Il voulait l'aider, simplement, parce qu'il pensait que personne ne devrait se retrouver sans solution. Ce geste de solidarité a été pour Virginie une bouffée d'air. Elle a emménagé, a repris son travail, a essayé de reconstruire un quotidien.
Elle restait prudente, vigilante, mais elle commençait à croire qu'un avenir plus calme était possible. Les jours passaient. Les voix du passé restaient présentes, mais d'autres voix se faisaient entendre. Celles des personnes qui soutiennent, qui accompagnent, qui encouragent. L'histoire de Virginie est celle d'une femme qui a cherché à sortir d'un cycle difficile pour offrir à son enfant une vie plus apaisée. C'est aussi l'histoire d'une famille confrontée à ses propres silences et à la nécessité de dire les choses pour avancer. Dans ce récit, il n'est pas question de juger, mais de comprendre les chemins qui mènent à la décision de partir, de se protéger, de reconstruire. Ainsi se poursuit cette histoire, faite de souvenirs, de choix et de rencontres. Elle nous rappelle que derrière chaque porte close se trouvent des vies complexes, des émotions profondes, des espoirs parfois fragiles mais toujours présents. Elle nous invite à écouter, à comprendre, à soutenir. Car même dans les moments les plus sombres, il existe des gestes de solidarité, des élans de courage, des possibilités de recommencer. Et c'est peut-être là l'essentiel. Bonjour et bienvenue dans cette histoire où les voix se mêlent, où les silences apprennent à parler, où les chemins autrefois obscurs s'ouvrent peu à peu vers la lumière. Jean-Marie Cour s'installe devant le micro avec une respiration calme et une intention claire, raconter une histoire qui commence dans la confusion et se transforme en chemin de compréhension, raconter une histoire de famille, de courage, de reconstruction et de choix. Dans un petit village entouré de champs et de forêts, là où les maisons se ressemblent et où les matins commencent souvent dans le calme d'une routine rassurante, vivait une famille que l'on croyait ordinaire. Les volets s'ouvraient chaque matin sur la même rue tranquille, la même lumière douce, les mêmes gestes répétés avec application. Le café était préparé, les chaussures alignées près de la porte, les outils rangés avec soin. De l'extérieur, tout semblait stable, presque immuable. Pourtant, derrière cette apparente normalité, il existait une tension silencieuse, une fatigue émotionnelle qui ne demandait qu'à se transformer en décision. Virginie, une femme de caractère discret mais déterminée, portait en elle un désir de changement qui avait grandi au fil des années comme une graine cherchant la lumière sous la terre. Elle avait appris la mécanique automobile avec passion, aimait comprendre les moteurs, écouter les vibrations des machines, réparer ce qui semblait irréparable. Dans ce monde de graisse et de métal, elle trouvait une forme de liberté, un espace où ses gestes avaient un sens clair et immédiat. Ses collègues appréciaient sa rigueur, son sourire réservé mais sincère, sa capacité à travailler avec patience. Dans sa vie personnelle, pourtant, elle ressentait le besoin de redéfinir son chemin, de redécouvrir ce que signifiait vivre avec sérénité. Un matin de septembre, lorsque l'air était encore frais et que la lumière s'étirait doucement sur les murs de la maison, elle prit une décision. Ce ne fut pas un geste brusque, mais le résultat d'une longue réflexion. Elle souhaitait offrir à son fils un environnement apaisé, un espace où les questions pourraient être posées sans crainte, où les réponses pourraient être honnêtes et bienveillantes. Elle prépara le café, rangea la cuisine, mit de l'ordre dans les pièces avec une attention presque cérémonieuse. Chaque geste devenait un adieu silencieux à une étape de sa vie. Sur la table, elle laissa une lettre écrite avec soin, des mots choisis pour ne blesser personne mais pour affirmer une volonté nouvelle. Elle y expliquait son besoin d'avancer, de se comprendre, de se respecter. Elle y exprimait aussi le souhait de préserver les liens familiaux avec douceur, sans conflit, avec respect pour l'enfant qui les unissait. Lorsqu'elle quitta la maison, elle ne fit pas de bruit. Le moteur de la voiture démarra comme tous les matins, mais cette fois le trajet menait vers une nouvelle étape. Dans une ville voisine, une association d'entraide lui avait proposé un accompagnement. Clémence, une travailleuse sociale attentive et patiente, l'accueillit avec un sourire chaleureux. Elle comprenait que les transitions de vie demandent du courage, mais aussi du soutien concret. Elle proposa un hébergement temporaire, un espace où Virginie et son fils pourraient se reposer, réfléchir et envisager la suite. Les premiers jours furent remplis d'émotions mêlées. Il y avait la fatigue accumulée, l'inquiétude face à l'inconnu, mais aussi une sensation nouvelle de respiration. Le fils de Virginie découvrait une chambre simple mais lumineuse, un bureau pour faire ses devoirs, un coin de fenêtre où la lumière du matin dessinait des formes rassurantes. Il remercia Clémence avec une spontanéité touchante, comme si l'enfant comprenait déjà qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Pendant ce temps, dans le village d'origine, Denis rentra du travail et découvrit la maison silencieuse. Sur la table, la lettre. Il la lut avec étonnement,
puis avec une lente prise de conscience. La vie qu'il connaissait venait de changer. Il ressentit une confusion profonde, un mélange de tristesse et d'incompréhension. Pourtant, dans cette version de l'histoire, l'accent n'est pas mis sur la colère ou la violence, mais sur la possibilité de transformation. Les jours passèrent. Chacun, à sa manière, commença à réfléchir à ce que signifiait aimer sans posséder, accompagner sans contraindre, reconstruire sans détruire. Virginie trouva un emploi dans un garage tenu par Frédéric, un homme jeune et bienveillant, convaincu que chacun mérite une seconde chance. Il lui proposa non seulement un travail, mais aussi un logement au-dessus de l'atelier, un petit appartement modeste mais accueillant. Les odeurs d'huile et de métal devenaient le parfum d'un nouveau départ. Elle travaillait avec concentration, réparait des moteurs, échangeait avec les clients, retrouvait une forme de confiance en elle. Le soir, elle préparait des repas simples avec son fils, discutait avec lui de l'école, de ses rêves, de ses questions. Petit à petit, les souvenirs douloureux perdaient leur poids. Ils ne disparaissaient pas, mais se transformaient en expérience, en compréhension, en volonté de faire différemment. Betty, la sœur de Virginie, restait présente dans son cœur. Elle aussi cherchait un chemin de guérison. Les deux sœurs apprirent à parler, à se soutenir, à se rappeler qu'elles pouvaient désormais écrire leur propre histoire. Les professionnels qui les entouraient, avocats, travailleurs sociaux, journalistes parfois, ne cherchaient pas le sensationnel, mais la compréhension humaine. Ils voulaient montrer que même les histoires les plus complexes peuvent évoluer vers une forme de paix. Jean-Marie, en racontant cette histoire, ne cherchait pas à choquer, mais à inspirer. Il rappelait que les vies ne se résument pas à leurs moments les plus sombres. Elles sont faites de choix, de rencontres, de gestes quotidiens qui construisent peu à peu une existence plus douce. Les saisons passèrent. Le petit appartement au-dessus du garage devint un foyer. Les matins commençaient avec le bruit des outils, les rires des collègues, les discussions autour d'un café partagé. Le fils de Virginie grandissait, posait des questions, recevait des réponses honnêtes adaptées à son âge. Il apprenait que la vérité peut être dite avec douceur, que les erreurs du passé ne définissent pas l'avenir, que la dignité se reconstruit pas à pas. Denis, de son côté, entreprit un travail sur lui-même. Accompagné par des professionnels, il chercha à comprendre ses propres mécanismes, ses peurs, ses habitudes. Ce chemin n'était pas facile, mais il ouvrait la possibilité d'un changement réel. Les rencontres encadrées avec son fils se firent dans un climat calme et sécurisé, permettant à chacun de trouver sa place sans pression. Au fil du temps, l'histoire de cette famille devint un témoignage de transformation. Les blessures ne furent pas niées, mais intégrées dans un récit de reconstruction. Virginie découvrit qu'elle pouvait rire à nouveau, qu'elle pouvait envisager l'avenir avec confiance. Elle participa à des ateliers, aida d'autres personnes à trouver du soutien, partagea son expérience avec humilité. Son fils s'épanouissait à l'école, trouvait des amis, rêvait de devenir mécanicien lui aussi, ou peut-être inventeur de machines nouvelles. Les dimanches se remplissaient de promenades, de repas simples, de conversations paisibles. La maison au-dessus du garage devint un symbole de résilience, un lieu où les moteurs réparés faisaient écho au cœur réparé. Jean-Marie concluait souvent ses récits en rappelant que chaque vie contient des zones d'ombre et de lumière. Ce qui compte, disait-il, c'est la direction que l'on choisit. Dans cette histoire, la direction choisie fut celle de la reconstruction, de la bienveillance, de la responsabilité et de l'espoir. Ainsi se poursuit ce récit, non comme une chronique de drame, mais comme un roman de transformation, où les personnages apprennent à se connaître, à se pardonner, à avancer. Les jours deviennent des chapitres, les gestes des phrases, les rencontres des paragraphes. Et dans ce livre vivant, chacun écrit la suite avec patience et courage, convaincu qu'aucune histoire n'est condamnée à rester figée dans la douleur lorsque la volonté de comprendre et d'aimer ouvre la porte vers un avenir plus serein. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Cour. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui commence dans un petit village paisible où la vie semblait suivre un rythme ordinaire et rassurant, et pourtant derrière les façades calmes et les gestes routiniers se cachait une réalité bien plus complexe, une réalité faite de silence, de secrets et d'un long chemin vers la compréhension et la reconstruction. Le 7 octobre 2014, un drame familial va
Bouleverser plusieurs existences et révéler une histoire hors du commun au centre de ce récit se trouvent Virginie et Denis liés par un passé et par des liens que personne autour d'eux ne pouvait imaginer à première vue. Cette histoire est celle d'une séparation d'un départ discret et soigneusement préparé, mais elle est aussi celle d'une femme qui tente de reprendre sa vie en main et de protéger son enfant, de trouver un espace où respirer, où vivre autrement et où se reconstruire loin d'une relation devenue trop lourde à porter pour elle et pour son fils. Le 8 septembre 2014, le jour se lève sur le village de Plainville dans l'Oise. La lumière matinale s'installe doucement dans les rues tranquilles et dans la maison de Denis Manéchet et l'atmosphère semble semblable à celle de tant des autres matins. Denis se prépare pour le travail tandis que Virginie s'active dans la cuisine. Elle prépare le café, elle range quelques objets, elle vérifie les affaires de la journée. Et son fils encore adolescent se prépare lui aussi pour l'école. Tout paraît normal, presque apaisé, et pourtant ce matin-là est différent car Virginie a pris une décision qu'elle a longuement mûrie. Elle a choisi de partir, de quitter cette maison, de tourner une page et d'en écrire une nouvelle ailleurs. Elle agit avec une attention minutieuse pour ne rien laisser au hasard. Elle a rangé la maison, elle a nettoyé chaque pièce avec soin comme pour refermer symboliquement un chapitre. Elle a préparé le repas du soir, elle a mis la table, elle a même laissé une lettre posée bien en évidence dans le salon, une lettre simple et claire, une lettre où elle explique qu'elle souhaite avancer, qu'elle souhaite vivre autrement, qu'elle souhaite construire un avenir différent pour elle et pour son fils. Elle y écrit qu'elle ne reviendra pas mais qu'elle ne souhaite pas couper les liens entre Denis et leur enfant. Elle veut simplement reprendre sa liberté et trouver un équilibre nouveau quand Denis quitte la maison pour aller travailler. Il ne se doute de rien et Virginie attend patiemment qu'il parte pour finaliser son départ. Elle charge la voiture avec discrétion, elle vérifie qu'elle n'a rien oublié, elle respire profondément puis elle quitte le domicile familial sans se retourner, déterminée à ne plus revenir dans cet espace qui lui est devenu trop lourd à porter. Ce départ est le résultat de longues réflexions et de nombreux échanges avec des personnes de confiance. Depuis quelque temps, Virginie se confiait davantage à ses collègues de travail. Elle parlait de ses doutes, de son besoin de changement, de son désir de vivre autrement. Dans le garage où elle travaillait, elle était appréciée pour son sérieux et pour sa passion de la mécanique. Elle aimait ce métier, elle aimait comprendre les moteurs, démonter les pièces et redonner vie aux machines. Dans cet environnement majoritairement masculin, elle avait trouvé sa place et elle avait construit des relations sincères avec ses collègues qui la respectait et elle encourageait. Denis de son côté était lui aussi un professionnel reconnu, chef des ateliers dans une concession située à 1 heure de route. Il travaillait beaucoup, il s'investissait pleinement dans son métier et partageait avec Virginie cette passion commune pour la mécanique aux yeux de ceux qui les connaissaient de loin. Ils formaient un couple discret, sans histoire et dévoué à leur enfant, mais derrière cette apparence se cachaient des tensions, des incompréhensions et un sentiment d'enfermement que Virginie ressentait de plus en plus fortement. Elle se sentait surveillée, limitée dans ses choix et dans ses gestes. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir décider librement de sa vie, de ses sorties, de ses relations avec ses collègues. Ce sentiment d'étouffement s'est installé progressivement et a fini par la pousser à chercher de l'aide et à envisager un départ. Elle a pris contact avec une association d'aide aux femmes en difficulté à Beauvais où elle a rencontré Clémence Roussel. Cette dernière a écouté son histoire avec attention et bienveillance et elle a aidé à préparer un plan pour partir en toute sécurité. Virginie savait que ce départ devait être organisé avec précision. Elle a donc mis en place un système discret pour communiquer avec l'association. Elle appelait uniquement quand elle le pouvait et chaque étape a été planifiée avec soin. Trouver un hébergement temporaire, préparer les documents nécessaires, assurer la continuité de la scolarité de son fils et préserver autant que possible la stabilité de son quotidien. Après son départ, le plan semble fonctionner. Pendant quelques jours, Virginie et son fils trouvent refuge dans un hôtel payé par l'association. Ils commencent à respirer, à retrouver une forme de normalité et d'apaisement. Elle pleure de soulagement en réalisant qu'elle a franchi une étape importante. Son fils la remercie pour ce nouveau départ et pour elle l'espoir d'une vie plus sereine. Mais cette période de répit ne dure pas aussi longtemps qu'elle espérait car Denis commence à s'inquiéter de son absence lorsqu'il rentre du travail et découvre la lettre. Il est profondément bouleversé, il ne s'attendait pas à ce départ soudain et se met aussitôt à chercher des réponses. Il parcourt la maison, il relit la lettre, il tente de comprendre ce qui a pu se passer et très vite il décide de partir à sa recherche. Il multiplie les démarches, il tente de la joindre, il parcourt les lieux qu'elle fréquentait et essaie de reconstituer son parcours. Virginie de son côté comprend que pour préserver sa tranquillité elle doit rester discrète. Elle change de numéro de téléphone, elle évite de laisser des traces, elle suit les conseils de l'association et tente de construire un nouvel équilibre malgré la peur constante d'être retrouvée. Cette peur la pousse à rester vigilante à chaque instant, à surveiller les environs, à éviter les lieux trop fréquentés. Elle espère simplement gagner du temps pour se reconstruire et offrir à son fils une vie plus stable. Dans ce contexte, elle reçoit le soutien de son employeur Frédéric Pierre, un jeune patron de garage attentif et généreux qui lui propose un logement au-dessus de son atelier pour qu'elle puisse se stabiliser et continuer à travailler. Ce geste de solidarité lui apporte un réconfort précieux et lui permet
D'envisager l'avenir avec un peu plus de confiance malgré l'incertitude qui plane encore sur sa situation. La vie de Virginie devient alors une succession de précautions et de petits gestes pour préserver ce fragile équilibre. Chaque jour elle se rend au travail avec détermination, elle se concentre sur les moteurs, sur les réparations, sur les échanges avec ses collègues, elle tente de reconstruire une routine rassurante pour elle et pour son fils, mais au fond d'elle subsiste une inquiétude persistante, la peur de voir ressurgir le passé, la peur de devoir à nouveau fuir, la peur de ne pas pouvoir tourner la page définitivement. Cette histoire qui commence par un départ silencieux et par une volonté de changement est aussi celle d'un long chemin vers la vérité, vers la compréhension de ce qui a été vécu et vers la reconstruction d'une identité et d'une vie plus libre. Elle est faite de rencontres, de soutien, de décisions difficiles et de moments d'espoir. Elle est avant tout celle d'une femme qui cherche à se protéger et à protéger son enfant, à retrouver sa dignité et à croire en la possibilité d'un avenir différent. Dans le calme apparent de Plainville, les jours continuent de s'écouler, les habitants poursuivent leur quotidien sans se douter de l'ampleur des événements qui se préparent, tandis que Virginie avance pas à pas vers une nouvelle vie avec prudence et courage. Cette histoire se déploie lentement, révélant peu à peu les liens invisibles qui unissent les êtres, les blessures du passé et la force nécessaire pour se relever et pour continuer à avancer malgré les épreuves et les incertitudes qui jalonnent le chemin. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Cour et aujourd'hui je vous invite à entrer dans un récit qui commence comme une chronique ordinaire de village et qui se transforme peu à peu en une quête de vérité et de reconstruction. Une histoire où les silences pèsent longtemps mais où la parole finit par chercher la lumière. Un matin de début d'automne se lève sur le petit village de Plainville dans l'Oise, un matin semblable à tant d'autres en apparence, avec ses rues calmes, ses maisons aux volets encore clos, ces jardins humides de rosée et ce souffle tranquille qui accompagne les débuts de journée. Pour Denis Manéchet qui approche la cinquantaine, c'est un jour comme les autres, un jour de travail, un jour réglé par des habitudes anciennes, un jour où la routine semble tenir lieu de stabilité. Dans la maison familiale, chacun se lève, se prépare, avance dans les gestes du quotidien. Virginie prépare le café, organise les affaires, veille à ce que tout soit en ordre. Elle agit avec ce soin méthodique que l'on associe à la volonté de bien faire, de garder la paix, de maintenir un équilibre, et pourtant ce matin-là, derrière la tranquillité apparente, une décision mûrie depuis longtemps arrive à son terme, une décision qui ne vise pas la rupture brutale mais la recherche d'une vie plus juste, plus libre, plus sereine pour elle et pour son enfant. Elle a tout préparé avec patience, avec prudence, avec cette discrétion qui permet d'éviter les heures inutiles. Elle nettoie la maison, elle range, elle anticipe, elle laisse même un repas prêt pour le soir comme pour dire que malgré le départ, elle ne souhaite pas la confrontation mais la compréhension. Elle écrit une lettre des explications, une lettre sans colère, une lettre où elle exprime le besoin de tourner une page, de se reconstruire, de préserver des liens parentaux autour de leur fils tout en affirmant son droit à une autre existence. Ce geste de départ n'est pas un geste de fuite désordonnée mais un pas réfléchi vers un avenir différent, un pas qui demande du courage et de la lucidité. Lorsqu'elle quitte le domicile, elle le fait sans bruit, avec l'espoir que la distance permettra l'apaisement, qu'elle offrira un temps de réflexion à chacun. Dans le village, la vie continue comme si rien ne s'était passé, les voisins ne soupçonnent rien, les rues restent paisibles, et pourtant dans la maison, lorsque Denis rentre du travail et découvre l'absence de Virginie, l'atmosphère change. Il parcourt les pièces, cherche des indices, tente de comprendre, il trouve la lettre, la lit, ressent le choc de la surprise, la difficulté d'accepter une décision qu'il n'avait pas envisagée. Il s'interroge, il se souvient, il mesure la portée de ce départ, mais cette histoire ne se résume pas à un simple éloignement conjugal, elle s'inscrit dans un contexte plus large, un contexte fait de tensions anciennes, de malentendus, de relations complexes où chacun porte des blessures et des attentes. Dans la petite ville de Plainville, la famille semblait discrète, stable, presque invisible dans sa normalité. Denis travaillait beaucoup dans le domaine de la mécanique automobile, un métier exigeant qui demande précision et engagement. Virginie partageait ce goût pour les moteurs, pour les mains dans le cambouis, pour la satisfaction de réparer et de faire fonctionner. Elle était appréciée par ses collègues, reconnue pour son sérieux et sa compétence. Dans cet univers technique où la solidarité de l'atelier compte, elle avait trouvé une place, un espace de respiration, un lieu où la parole pouvait circuler, où l'écoute existait. Peu à peu elle a confié ses doutes, ses questionnements, ses envies de changement, non pas pour accuser mais pour comprendre ce qui lui manquait, ce qui l'empêchait de se sentir pleinement elle-même. Certains proches percevaient son besoin d'autonomie, son désir d'offrir à son fils un environnement plus ouvert, plus serein,
et ce besoin s'est transformé en projet, un projet préparé avec l'aide d'une association qui accompagne les femmes dans leur démarche de reconstruction, avec l'aide de personnes bienveillantes qui ont su écouter sans juger, conseiller sans imposer. Dans ce processus, elle a appris à poser des mots, à reconnaître ses droits, à envisager un avenir différent sans pour autant nier le passé. Elle a mis en place des précautions pour que la transition se fasse sans heurts, pour que la sécurité de chacun soit préservée. Elle a trouvé un hébergement temporaire, un lieu discret où elle et son fils pouvaient se poser, reprendre souffle, envisager les prochaines étapes. Dans ce nouvel espace, les journées ont pris une autre couleur, plus incertaine mais aussi plus libre. L'enfant a retrouvé une forme de légèreté, la gratitude exprimée envers ceux qui les ont aidés à renforcer la conviction que la solidarité existe, que la bienveillance peut accompagner les moments difficiles. Cependant, la transition n'est jamais simple, les liens du passé ne se dénouent pas en un instant, les habitudes, les souvenirs, les incompréhensions demandent du temps pour se transformer. Denis, de son côté, cherche à comprendre, à retrouver des repères. Il se remémore les années partagées, les projets communs, les moments de complicité autour de la mécanique et du travail bien fait. Il tente de donner du sens à la situation, parfois avec inquiétude, parfois avec espoir de dialogue. Dans cette période, chacun avance à sa manière, parfois dans le silence, parfois dans la parole. La distance peut devenir un espace de réflexion, un temps pour reconnaître ce qui n'allait pas, pour envisager des chemins de réparation. L'histoire de cette famille s'enracine aussi dans un passé plus lointain, un passé où les relations ont été marquées par des rigidités, des règles strictes, des difficultés de communication, une maison isolée près de la forêt de Compiègne où les enfants grandissaient avec le sentiment que le monde extérieur était lointain, que les règles venaient d'une seule voix, et dans ce contexte chacun a développé des stratégies pour s'adapter, pour survivre, pour espérer des jours meilleurs. Aujourd'hui, le récit qui commence ne cherche pas à juger mais à comprendre, à éclairer les chemins qui mènent de l'ombre vers la parole, de la peur vers la reconstruction. Il s'agit d'une histoire de courage discret, de choix difficiles, de rencontres décisives, une histoire où la solidarité et l'accompagnement jouent un rôle essentiel, où la possibilité d'un avenir apaisé se dessine peu à peu malgré les incertitudes. Dans les jours qui suivent son départ, Virginie s'efforce de bâtir une nouvelle routine, de redonner à son fils des repères stables, de maintenir une communication respectueuse autour de la parentalité. Elle travaille, elle organise, elle réfléchit, elle avance pas à pas. Dans le garage où elle exerce son métier, elle accueille et bienveillant, le patron propose un logement temporaire au-dessus de l'atelier, un geste simple qui témoigne de l'importance des valeurs humaines. Dans ce lieu de travail, la mécanique devient aussi un symbole de réparation. Réparer les moteurs, c'est parfois réparer un peu de soi, retrouver la confiance, retrouver la maîtrise. Et dans cette atmosphère de solidarité, Virginie tente de construire une existence plus équilibrée. Elle reste prudente, elle garde en tête la nécessité de se protéger et de protéger son enfant. Mais elle sent aussi que quelque chose de nouveau est possible, que l'avenir peut être différent, que la vérité, même longtemps enfouie, peut devenir un point de départ vers la guérison. Ce premier mouvement de l'histoire est celui d'un départ réfléchi, d'une volonté de vivre autrement, d'une recherche de paix intérieure, et il ouvre la voie à un récit plus vaste, un récit où les voix vont se croiser, où les témoignages vont éclairer les zones d'ombre, où la compréhension va se construire. Lentement, avec patience et avec respect, car derrière les faits se trouvent des êtres humains, des parcours, des fragilités et des forces, et c'est dans cette complexité que commence notre enquête, une enquête qui n'est pas seulement celle des événements mais celle des émotions, des liens, des possibilités de reconstruction, une enquête qui invite à écouter, à réfléchir, à croire que même après des périodes de grande confusion, il existe des chemins vers la dignité, vers la paix et vers la lumière. Bonjour et bienvenue dans cette histoire où les voix du passé cherchent encore leur chemin vers la lumière. Il est des récits qui commencent comme un murmure, presque imperceptible, et qui, au fil du temps, prennent la forme d'un long souffle humain, fragile et obstiné. Celui-ci débute dans un village discret, bordé de routes calmes et de jardins ordinaires, là où les maisons semblent toutes raconter la même tranquillité. Pourtant, derrière certaines fenêtres, la vie se tisse avec des fils invisibles que nul regard extérieur ne peut aisément distinguer. C'est ici que tout commence, dans un matin qui ressemble à tant d'autres, avec une lumière douce sur les toits, une odeur de café encore tiède et le bruit familier d'une porte que l'on referme sans imaginer qu'elle marquera un tournant. Au lever du jour, la routine donne l'illusion d'un équilibre simple. Une table dressée avec soin, des gestes répétés qui rassurent,
des mots échangés sans importance apparente. Dans cette maison, chacun se prépare comme si la journée devait suivre son cours habituel. Les objets sont à leur place, les pas s'enchaînent avec la précision d'une habitude bien ancrée. Rien ne trahit encore la décision silencieuse qui mûrit depuis longtemps dans le cœur d'une femme. Elle observe les murs qui l'entourent, les pièces qu'elle connaît par cœur, et mesure le poids des années passées à y vivre. Son regard se pose sur chaque détail avec une attention nouvelle, comme si elle voulait emporter avec elle un souvenir ordonné, propre, presque apaisé. Elle agit avec une minutie surprenante. Elle range, nettoie, prépare. Elle laisse derrière elle une maison impeccable, un repas prêt pour le soir, une table dressée comme pour maintenir l'illusion d'une continuité. Ce soin apporté aux gestes les plus simples n'est pas un hasard. C'est une manière de refermer doucement une porte, de partir sans bruit, de ne pas ajouter de chaos à ce qui, déjà, en contient assez. Lorsqu'elle quitte le seuil, elle emporte peu de choses visibles, mais beaucoup de décisions intérieures. Elle sait que ce départ marque le début d'une traversée incertaine. Elle sait aussi que, pour avancer, il faut parfois s'effacer, disparaître un instant du regard des autres afin de retrouver sa propre direction. Dans le silence de la maison désormais vide, une lettre repose sur la table du salon. Elle n'accuse pas, elle n'attaque pas. Elle tente d'expliquer, avec des mots simples, la nécessité de partir. Elle parle de droit à la respiration, de désir de paix, de volonté de vivre autrement. Elle évoque l'avenir d'un enfant, la possibilité de garder des liens sans maintenir une vie commune. C'est une lettre de transition, écrite avec la prudence de celle qui espère encore que la compréhension est possible, même si la distance devient inévitable. Pendant ce temps, la journée poursuit son cours ailleurs. Le travail, les routes, les gestes professionnels. Rien ne laisse deviner l'instant où la découverte surviendra. Lorsqu'il rentre, l'homme s'attend à retrouver les signes familiers de la présence quotidienne. Au lieu de cela, il rencontre le vide, un silence inhabituel. L'absence devient soudain palpable. Il cherche, appelle, parcourt les pièces avec une inquiétude croissante. Puis il voit la lettre. Les mots, posés avec soin, transforment la surprise en choc. Ce qui semblait impossible devient réalité. Ainsi commence une quête, faite d'incompréhension, de colère contenue, de volonté de retrouver ce qui s'est éloigné. Dans ce village paisible, la vie de cette famille avait l'apparence d'une normalité tranquille. Les voisins voyaient un couple discret, un enfant grandissant, un quotidien sans éclat particulier. La passion commune pour la mécanique automobile donnait même à leur existence un rythme partagé. Les mains dans le cambouis, les outils alignés, la satisfaction d'un travail bien fait. De l'extérieur, tout paraissait simple. Pourtant, comme souvent, les apparences ne disent pas tout. Au fil des années, des tensions s'étaient installées, invisibles pour la plupart, mais bien réelles pour celles qui les vivaient de l'intérieur. Elle avait appris à se taire, à composer, à maintenir l'équilibre tant bien que mal. Mais le temps avait fait son œuvre. Une prise de conscience lente, nourrie par des échanges discrets avec des collègues, par des moments de solitude, par le regard grandissant de son enfant. Un jour, l'idée de partir avait cessé d'être une pensée lointaine pour devenir une nécessité. Elle avait cherché de l'aide, discrètement, prudemment. Elle avait mis en place des stratégies pour éviter d'être retrouvée trop vite. Chaque étape demandait du courage, de la patience, une vigilance constante. Dans une autre ville, une porte s'ouvre. Une main se tend. Une association, des personnes prêtes à écouter, à accompagner. Un hébergement provisoire, un espace pour reprendre souffle. Les premiers jours sont marqués par un mélange de soulagement et de peur. La liberté retrouvée a le goût fragile des choses nouvelles. Elle s'habitue à un autre rythme, à un autre silence, à la possibilité de vivre sans tension immédiate. Son enfant découvre lui aussi un quotidien différent, moins chargé d'inquiétude. Ils avancent ensemble, avec prudence. Pourtant, les fils du passé ne se coupent pas facilement. La recherche commence ailleurs, avec détermination. Les traces, même minimes, peuvent mener loin. Les semaines passent, l'angoisse revient par vagues. L'idée d'être retrouvé n'est jamais totalement absente. Chaque bruit, chaque visage inconnu, chaque voiture qui ralentit peut raviver la crainte. Malgré tout, elle continue.
Elle cherche un nouvel équilibre, une nouvelle manière de vivre. Dans cette histoire, les voix sont multiples. Certaines viennent du présent, d'autres du passé. Elle raconte une famille, des liens complexes, des secrets longtemps enfouis. Elle parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, à chercher la vérité sans se perdre. Ce récit ne se veut pas une accumulation de drames, mais une exploration patiente des chemins qui mènent vers la reconstruction. Il s'agit d'un parcours où la compréhension et la lumière avancent lentement, pas à pas, au rythme des êtres humains qui tentent de trouver leur place. Ainsi s'ouvre ce roman, entre le murmure d'un matin ordinaire et le frémissement d'un changement irréversible. Les routes vont se croiser, les souvenirs se dévoiler, les silences se transformer en paroles. Et au cœur de tout cela, une question demeure, simple et profonde, celle qui guide souvent les vies humaines lorsque tout semble vaciller. Comment continuer à avancer lorsque l'on décide, enfin, de choisir sa propre voie? Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Cour et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui, au premier regard, ressemble à celle de nombreuses familles vivant dans une petite commune tranquille, mais qui, derrière les façades ordinaires et les habitudes quotidiennes, dissimulent des secrets si lourds que leurs révélations bouleversent tout ce que l'on croyait immuable et rassurant, car au matin du 7 octobre 2014, un événement des unes. Gravité extrême va frapper le monde discret d'un garage automobile, et cette journée marquera à jamais la mémoire de ceux qui ont connu Frédéric Pierre, chef des entreprises apprécié pour sa gentillesse et son sens du travail, ainsi que celle de Virginie Manéchet, mécanicienne passionnée, collègue estimée, mère attentive, femme en quête d'une vie plus simple et plus apaisée, et pourtant, pour comprendre comment l'existence de ces personnes a basculé, il faut revenir quelques semaines en arrière, à une période où les gestes ordinaires du quotidien dissimulaient déjà une tension profonde, presque imperceptible pour ceux qui n'étaient pas au cœur de cette histoire, car le 8 septembre 2014, à l'aube, dans le village de Plainville, une maison s'anime comme chaque matin, la lumière filtre à travers les rideaux, la cuisine se remplit de l'odeur du café, et Denis Manéchet, âgé de 51 ans, se prépare pour une journée qui, en apparence, ne diffère en rien des précédentes. Sa compagne Virginie, âgée de 33 ans, elle s'occupe des gestes habituels, elle prépare le café, elle rassemble les affaires de la journée, elle s'assure que leur fils se lève et se prépare pour l'école, et tout semble suivre une routine bien réglée, presque mécanique, comme si la vie entière reposait sur la répétition de ces instants familiers. Pourtant, derrière cette apparente normalité, Virginie a pris une décision qui va bouleverser leur existence, car ce matin-là sera le dernier qu'elle passera dans cette maison. Elle a préparé en silence son départ, organisé chaque détail avec une prudence extrême, rassemblé ses affaires, dissimulé ses intentions, chargé la voiture sans éveiller le moindre soupçon, et attendu le moment précis où Denis quitterait le domicile pour le travail, non pas par impulsion mais par volonté de faire les choses sans heurts, sans éclat, sans confrontation directe, comme si elle espérait qu'en partant discrètement elle pourrait éviter toute violence, toute dispute, toute escalade, et avant de franchir la porte, elle prend le temps de nettoyer la maison, de ranger chaque pièce, de préparer même le repas du soir, un geste qui peut sembler surprenant mais qui traduit son désir de laisser derrière elle un environnement ordonné, presque paisible, comme si elle cherchait à clore un chapitre sans fracas. Elle met la table, écrit une lettre des adieux dans laquelle elle explique sa décision, son besoin de tourner la page, son souhait de préserver un lien pour leur fils mais de ne plus poursuivre la vie commune, une lettre qui se veut claire, sans colère, sans accusation, une lettre qui affirme simplement son droit à une existence différente, et lorsqu'elle quitte la maison, elle emporte avec elle l'espoir fragile de recommencer ailleurs, loin des tensions qui l'ont peu à peu enfermée dans une relation devenue difficile, car malgré l'image extérieure d'un couple discret et stable, la réalité était plus complexe. Denis travaillait beaucoup, elle s'investissait dans son métier de chef des ateliers chez un concessionnaire automobile à Gisors. Il était reconnu pour son sérieux, son engagement, sa passion pour la mécanique, une passion que partageait Virginie, elle aussi mécanicienne, appréciée de ses collègues dans un univers majoritairement masculin où elle avait su trouver sa place, et aux yeux de ceux qui les côtoyaient, ils formaient un couple uni par le travail et par l'amour de leur fils, mais derrière cette façade, Virginie se confiait parfois à des proches, évoquant un climat de jalousie, de contrôle, de tension qui rendait le quotidien de plus en plus difficile. Elle parlait des interdictions, de remarques, d'une surveillance constante qui limitait sa liberté, et peu à peu, cette situation elle avait conduit à envisager une autre vie,
non pas dans un esprit de rupture brutale, mais dans l'espoir de se reconstruire et de protéger son enfant. Elle avait cherché de l'aide auprès d'une association de soutien aux femmes en difficulté, rencontrant Clémence Roussel, qui elle avait accompagnée avec discrétion et prudence, mettant en place un système de communication sécurisé, des appels planifiés, des démarches administratives pour trouver un hébergement des urgences, tout cela dans la plus grande confidentialité, car Virginie redoutait la réaction de Denis si son projet venait à être découvert. Elle savait qu'elle devait disparaître sans laisser de traces, changer de numéro, couper sa carte SIM, effacer les indices, et lorsqu'enfin elle rejoint un hôtel en périphérie de Beauvais avec son fils, elle ressent un mélange de soulagement et d'inquiétude, persuadée que le plus difficile est derrière elle, mais consciente aussi que la situation reste fragile, car Denis, en découvrant son absence et la lettre laissée sur la table du salon, est frappé par un choc profond. Il ne s'attendait pas à ce départ, il fouille la maison, cherche des indices, relit la lettre, tente de comprendre, puis se lance dans des recherches, déterminé à retrouver celle qui a partagé sa vie pendant plus d'une décennie, et durant les semaines suivantes, il multiplie les démarches, explore des pistes, se rend dans différentes villes, crée de faux comptes sur Internet pour tenter d'entrer en contact avec elle, persuadé qu'il peut la convaincre de revenir, tandis que Virginie, de son côté, tente de reconstruire une existence plus stable, d'offrir à son fils un environnement plus serein, mais la peur ne la quitte pas, elle redoute à chaque instant d'être retrouvée, elle évite les lieux publics, change des habitudes, se déplace avec prudence, et malgré toutes ces précautions, une erreur, un instant d'inattention, un simple arrêt à un feu tricolore un jour d'octobre, suffira pour que leur chemin se croise à nouveau, annonçant une suite d'événements qui bouleversera de nombreuses vies, car derrière l'histoire apparente d'une séparation se cache un passé familial complexe, des relations mêlées, des secrets anciens qui, longtemps tus, finiront par émerger, révélant la profondeur des blessures et la nécessité pour chacun de trouver une voie vers la vérité et la reconstruction. Et c'est dans cette tension entre le désir de liberté et le poids du passé que commence le récit d'une affaire qui marquera durablement ceux qui l'ont vécu de près ou de loin, une histoire où les apparences tranquilles d'une petite ville ne laissent rien deviner des tempêtes intérieures, une histoire qui interroge sur la résilience, la responsabilité et la possibilité de rompre avec les cycles de souffrance pour tenter d'ouvrir un chemin vers un avenir plus apaisé.